Alors je m'aperçois, Youssef Indy, que je viens d'oublier de vous faire exprimer, que vous exposiez, que nous parlions, mais alors là encore très rapidement, parce que nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien, que nous parlions justement dans la mise en œuvre de cette stratégie du choc des civilisations et d'atomisation, de balkanisation, d'atomisation, d'émiettement du monde arabo-musulman, c'est le plan Oded Yinon. Oui. Hein, ça a été écrit noir sur blanc, oui, hein, par ce stratège en 1982 par ce stratège du ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères israélien, et qui a été mis en œuvre en réalité. On peut dire que ça a commencé d'ailleurs au Liban en 1975, donc antérieurement, mais là ça a été vraiment exposé noir sur blanc par Oded Yinon en 82, et ensuite évidemment on a vu que ça a été mis en œuvre en Irak. Et oui, puis sous l'administration Bush avec les néoconservateurs qui ont repris avec le projet de Grand Moyen-Orient. Oui. Alors en fait, ce projet de balkanisation, ce qu'on appelle, en fait, il faut l'appeler libanisation du monde musulman. En 1954, Ben Gurion n'était plus Premier ministre, mais il avait dans une lettre envoyée au Premier ministre de l'époque conseillé donc au gouvernement israélien de s'allier aux maronites du Liban pour les opposer aux musulmans et faire éclater ainsi le Liban. Donc il avait déjà parlé de cela, donc en fait il avait déjà parlé de l'établissement du Grand Israël en 1918 dans un livre qu'il avait écrit en yiddish, en 1937 dans des lettres qu'il a envoyées. Grand Israël, c'est du Nil à l'Euphrate. Oui, du Nil à l'Euphrate. Il l'a actualisé en 1954 en expliquant par quels moyens on pouvait y arriver. Et en fait, le plan Oded Yinon est une actualisation de cette planification géostratégique israélienne de longue durée. Et ce plan Oded Yinon disait qu'il fallait faire éclater le monde musulman du Maroc au Pakistan en s'appuyant sur les différences ethno-confessionnelles. Et avec l'arrivée de l'administration Bush au pouvoir, on a eu l'application de ce plan israélien. Il faut dire que le noyau dur, comme l'ont dit Stefan Walt et John Mearsheimer, le noyau dur du néoconservatisme est juif, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. D'anciens trotskistes, généralement, d'anciens juifs trotskistes. Oui, tout à fait. Et c'est le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens qui ont poussé les États-Unis à appliquer en fait ce plan Oded Yinon à partir du 11 septembre. C'est ça. Donc au lendemain du 11 septembre. Et plan que malgré ses velléités d'être plus prudent et de se retirer un peu du Moyen-Orient, qu'a poursuivi peu ou prou Barack Obama, d'une autre façon, de façon peut-être moins agressive et moins voyante, mais c'est la stratégie là, du leading behind. Donc la stratégie, on poursuit la même stratégie, mais on ne se met plus en avant. Et on fait jouer les vassaux, les outils du soft power, les médias. Donc les vassaux, on l'a bien vu en Libye avec la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne et la France qui se sont précipités, qui ont aboyé comme des petits toutous, des petits roquets voulant être bien vus de leur maître, ont été en première ligne. Deuxième partie évidemment de cet entretien, Youssef Indy. Le 8 novembre dernier, un événement très important a eu lieu aux États-Unis, puisque nous parlions de Barack Obama. Le successeur de Barack Obama va être Donald Trump. Ça a été, on ne va pas revenir sur le séisme que cela a été et de l'affolement que cela a provoqué dans toutes les chancelleries et les rédactions du monde occidental, parce que autant si Madame Clinton avait été élue, c'est très prévisible. Hein, c'était le pire qui pouvait nous arriver, puisque elle était très prévisible. Il y avait 9 chances sur 10 qu'on s'achemine vers une 3e guerre mondiale, car elle voulait attaquer la Russie. Bon, quant au Moyen-Orient, ça aurait continué de plus belle dans la balkanisation et la stratégie du choc des civilisations.
est-ce que l'élection de Donald Trump est susceptible, selon vous, Youssef Indy, de freiner ou de mettre un terme à cette stratégie du choc des civilisations? Je sais que certains se sont un peu enthousiasmés de l'élection de Trump en disant que Trump est isolationniste, alors en effet il a tenu des propos isolationnistes, mais il faut peut-être être un peu plus prudent. Oui, alors il y a plusieurs plans. Sur le plan médiatique, ça ne va strictement rien changer, puisque comme je l'ai déjà dit lors d'un dernier entretien avec Jean-Michel Vernochet, je disais que premièrement, c'est pas la Maison Blanche qui pilote l'énorme machinerie impériale, que ce soit l'armée, oui, quand même en partie, mais les institutions internationales, les médias, on l'a vu, c'est pas la présidence états-unienne qui les pilote. Donc pour ce qui est de l'opposition entre monde occidental et monde musulman, sur le plan médiatique, ça ne changera strictement rien. L'islam va continuer à être diabolisé, on va continuer à opposer les populations occidentales aux populations musulmanes, ça, il n'y a pas de problème, ça va se poursuivre. Mais sur le terrain, ça va être différent, puisque Donald Trump, même si je ne pense pas qu'il mènera une politique isolationniste, compte s'allier à Vladimir Poutine et à Bachar el-Assad pour combattre les groupes terroristes au Proche-Orient, Daesh, Al-Nosra et ainsi de suite. Donc sur le terrain, ça risque de changer largement la donne. Il faut ajouter à cela le fait que cet été, il y a eu le grand congrès de Grozny, dont on n'a pas parlé en Occident. Oui, très important. Oui. Il y a été un séisme sur le plan idéologique, puisque le congrès de Grozny, qui réunissait les grands représentants savants musulmans sunnites, ont exclu de l'islam le wahhabisme. Ça, c'est très très important. C'est extrêmement important, notamment pour le monde musulman, pas trop pour l'Occident, puisque les médias ne communiquent pas là-dessus, mais il signifie une chose, c'est-à-dire qu'aux yeux des savants musulmans, et sur le plan historique, le wahhabisme qui a été soutenu par le monde anglo-américain, qui a été soutenu aujourd'hui sur le plan militaire, financier par l'Occident, tout l'Occident, les vassaux des États-Unis et les pétromonarchies ne font pas partie de l'islam, ne sont pas une réaction endogène de l'islam, mais sont une création artificielle occidentale, puisque Donald Trump lui-même a déclaré que les États-Unis, que l'administration Obama et donc Clinton ont créé Daesh. Donc sur le plan idéologique, symbolique, les choses risquent véritablement d'évoluer. Donc mais sur le plan, alors si on reste sur les constantes de longue durée, le pouvoir, la puissance sioniste n'a pas disparu, l'oligarchie n'a pas disparu, la propagande vis-à-vis de l'islam n'a pas disparu, ça va se poursuivre. Donc l'État profond n'a pas disparu. Voilà, donc au niveau de la constante, ça ne va rien changer. Mais il y a eu une variable. La variable, c'est l'élection de Donald Trump. Et si Donald Trump suit la nouvelle stratégie de Zbigniew Brzezinski, ça peut éventuellement changer les choses. Alors, comment ça va les changer ? En fait, Zbigniew Brzezinski, comme je l'ai dit dans un article et lors d'un entretien avec Jean-Michel Vernochet, ce que veut Brzezinski, ce n'est pas un choc frontal, puisqu'il a admis que le monde était multipolaire, que les États-Unis ne pouvaient pas contrôler le monde et qu'ils devaient par conséquent passer des alliances, réajuster leur rapport géopolitique avec la Russie et avec la Chine. Et Zbigniew Brzezinski, en avril 2016, proposait déjà une alliance avec la Russie principalement, mais aussi avec la Chine, pour nettoyer le Proche-Orient des groupes terroristes et calmer la donne géopolitique dans la région. Donc, potentiellement, en tout cas sur la courte et moyenne durée, la théorie du choc des civilisations va se voir opposer la réalité. La réalité, ce n'est pas que le monde occidental et le monde musulman sont opposés. La réalité, c'est qu'il y a des forces invisibles à l'œil nu qui oppose artificiellement l'Occident et le monde musulman, notamment depuis le 11 septembre. Notamment depuis le 11 septembre, bien sûr, qui a
qui a été un peu une occasion formidable. Alors je pourrais prolonger maintenant sur le plan historique et géopolitique. Oui. Il y a des constantes aussi géopolitiques. Il y a une grande différence entre les aspirations du peuple américain et la politique de l'establishment américain. Et je m'explique. Le peuple américain est foncièrement, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, isolationniste. Depuis le 19e siècle, le peuple américain s'est toujours opposé aux guerres extérieures des États-Unis. Et qu'est-ce qui a fait admettre ponctuellement les campagnes extérieures militaires des États-Unis au peuple américain? Ça a été donc à la fin de la Première Guerre mondiale, sous Woodrow Wilson, ça a été le casus belli du fameux navire américain qui a été abattu, on ne sait pourquoi, on ne sait par qui, au large de l'Allemagne, et qui a été utilisé comme casus belli pour entrer dans la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y avait des sionistes autour de Wilson, un certain rabbin Stephen Wise et Brandeis, qui était à la tête de la Cour suprême, qui était un franquiste, et qui ont influencé Woodrow Wilson pour qu'il entre dans la Première Guerre mondiale. Et il y a eu aussi, dans la même période, ce fameux télégramme qu'auraient envoyé les Allemands, alors qu'ils étaient en train de gagner la Première Guerre mondiale, qu'ils auraient envoyé au Mexique pour pousser le Mexique à attaquer les États-Unis. Le fameux télégramme Zimmermann. Voilà, et ça a été utilisé par toute cette machine, déjà, oligarchique, qui était déjà implantée aux États-Unis, avec Edward Bernays et toute cette toute cette oligarchie qui a mis en place la première véritable propagande pour diaboliser l'ennemi et faire admettre plutôt au peuple américain une guerre extérieure. Ça, c'était pour la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, quel a été le casus belli? Ça a été le Pearl Harbor, les Japonais qui ont attaqué Pearl Harbor. Or, ce qui s'est passé durant les mois précédant l'attaque de Pearl Harbor, ça a été des frappes américaines de navires de l'Alliance, donc sino-germaniques, pour provoquer une réaction. Et la réaction escomptée a eu lieu puisque les Japonais ont frappé Pearl Harbor, et là ça a été le second casus belli. Second casus belli, alors que Franklin Delano Roosevelt s'était fait élire sur un programme isolationniste. Exactement. C'est-à-dire que systématiquement, on a des présidents qui veulent au départ mener une politique isolationniste et qui, par les faits, l'État profond sont... Comme précédemment Wilson, qui ne voulait pas entrer, qui avait fait campagne sur le fait qu'il ne se mêlerait pas de la guerre en Europe. Exactement. Donc on a systématiquement des présidents... Et on a eu le troisième casus belli pour attaquer le monde musulman, qui a été le 11 septembre. Je suis revenu sur le 11 septembre dans mon premier ouvrage. Et énormément d'éléments tentent à prouver que le 11 septembre a été réalisé par les services, donc l'État profond américain, le Mossad et les services saoudiens. Et ça a été le casus belli pour faire accepter à la population américaine la guerre contre le monde musulman. George W. Bush, qui lui aussi s'était fait élire en 2000 sur un programme plutôt isolationniste, s'opposant précisément à son prédécesseur William Clinton, qui avait continué la guerre en Irak, etc. Exactement, puisque même Condoleezza Rice, lorsqu'elle est arrivée donc avec l'administration Bush au pouvoir, s'était opposé à la doctrine de nation building. Donc c'est la création de nations. Donc au départ, quand George W. Bush arrive au pouvoir, il n'est pas favorable à la guerre contre le monde musulman, et il n'est pas favorable au remodelage du monde musulman. Entourage néoconservateur et l'État profond. Et l'État profond, avec le 11 septembre, ont contraint l'administration Bush à se lancer dans cette épopée guerrière. Et donc, si on analyse la politique de longue durée américaine depuis un siècle, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau casus belli qui contraint l'isolationniste Donald Trump à entrer dans une nouvelle guerre, à la fois contre, par exemple, l'Iran, contre la Syrie et contre la Russie.
Alors, je fais une très courte parenthèse dans toute cette série de casus belli depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 11 septembre. Il y a également l'épisode en 1964. 1967, oui, j'avais oublié de le dire. Oui, 67, et puis non précédemment au Vietnam, oui. Avec un incident, un navire américain qui aurait été attaqué, soi-disant, mais tout avait été fait pour qu'il soit attaqué. C'est une provocation, là. Ce qui a permis de justifier l'entrée pleinement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, mais ça c'était un faux casus belli parce que ça n'avait pas fonctionné, mais il y a eu une tentative israélienne pendant la guerre de 1967. Oui. Les Américains ne voulaient pas se mêler de cette guerre puisqu'il y avait les Soviétiques alliés de l'Égypte et de la Syrie, oui, qui étaient présents dans la région, et les États-Unis ne voulaient pas entrer dans une guerre mondiale contre les Soviétiques. Et les Israéliens ont frappé le navire USS Liberty, ont frappé ce navire-là en le faisant passer pour une attaque égyptienne, pour forcer les États-Unis à entrer dans cette guerre. Et ce qui aurait pu provoquer une guerre mondiale russo-américaine. Voilà, donc il y a systématiquement des énormes false flags qui tentent d'attirer les États-Unis dans une guerre contre la Russie. Donc ce qu'on peut prévoir, donc on peut prévenir Donald Trump et son entourage, il risque d'y avoir un nouveau casus belli, je dirais pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines années, pour pousser, tirer, obliger les Américains à entrer dans une guerre. Donc, bon, Donald Trump, on ne sait pas trop en réalité ce qu'il a dans la tête, parce qu'il a dit un peu tout et son contraire. Je parle de la politique étrangère. On n'aura peut-être pas le temps de développer également sa politique sur la domestique et économique. Là, ça va peut-être nous mener trop loin, mais sur la politique strictement étrangère, et notamment sur le Moyen-Orient. Si l'on prend, bon, il y a eu ces propos assez constants contre l'Iran. Oui. Hein, il veut déchirer l'accord qui était signé par Obama avec l'Iran. Bon, il ne pourra peut-être pas le faire, parce que c'est un accord qui a été entériné par l'ONU, etc. Donc ce sera peut-être très compliqué, sans doute, pour lui de le faire. Mais enfin, il a annoncé ça, visiblement pour faire plaisir aux Israéliens. Sur la question israélo-palestinienne, il varie beaucoup, enfin il a beaucoup varié depuis les débuts de la campagne, depuis son entrée en campagne lors des primaires démocrates. Dans un premier temps, il les renvoyait un peu dos à dos, il disait qu'il ne voudrait pas s'en mêler, qu'il ne prendrait pas trop parti. Donc, et puis le 9 avril, ou le 8 avril dernier, il fait un discours devant l'EPAC, l'American Israeli Public Affairs Committee, le puissant lobby, l'un des principaux lobbies sionistes aux États-Unis, annonçant devant l'EPAC que il ferait tout pour resserrer les liens entre les États-Unis et Israël. Puis ensuite, il a donné des gages à Benjamin Netanyahou il a même annoncé qu'il transférerait l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme étant la capitale une et indivisible et pour l'éternité de l'État d'Israël. Donc il donne énormément de gages. Ensuite, il est un peu revenu en arrière, puis il revient. Voilà, il ne cesse de faire un yo-yo, mais bon, on peut prévoir quand même de quel côté il va. On peut supposer, en tout cas. Alors, peut-être de quel côté il va finir par tomber, parce que, bon, sans pour autant lui faire un procès d'intention. Comme je l'ai déjà dit, en effet, on ne peut pas accéder à la Maison-Blanche sans passer par l'AIPAC et faire allégeance au lobby pro-israélien et aux dirigeants israéliens. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est la donne géopolitique qui va déterminer aussi le comportement de Donald Trump vis-à-vis d'Israël, parce que entre les déclarations durant les campagnes et la réalité géopolitique, il y a une grande un espace. Alors moi, je me risquerais pas, comme je l'ai déjà dit à Jean-Michel Vernochet, je me risquerais pas
à spéculer ou à essayer d'anticiper son attitude vis-à-vis des Israéliens. Mais ce que je me dis, c'est que si véritablement il veut faire alliance avec la Russie pour neutraliser les groupes terroristes et calmer le jeu géopolitique au Proche-Orient, il va naturellement s'opposer à la politique israélienne, au moins. D'autant qu'il faudra qu'il se calme avec l'Iran aussi, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'Iran est une puissance importante au Proche-Orient si on veut calmer le jeu géopolitique, mais aussi l'Iran est l'allié de la Russie et de la Chine. Et on ne peut pas toucher à l'Iran sans toucher aux intérêts géopolitiques régionaux de la Chine et de la Russie. Donc ce que je disais, c'est que sur la courte durée, il peut prendre ses distances avec la politique antérieure, mais sur la longue durée, comme je le disais, si on se base, comme je l'ai fait précédemment, sur la géopolitique de longue durée des États-Unis, il se pourrait bien qu'il y ait un acte majeur, un false flag majeur, qui contraindrait Donald Trump à faire un virage géopolitique à 180 degrés. Souvenons-nous aussi que Obama, lorsqu'il est arrivé au départ à la présidence, avait fait son fameux discours du Caire, qui n'était pas du tout favorable à l'État d'Israël, mais plutôt au monde musulman, et on sentait bien qu'il voulait se retirer sur le plan géopolitique du monde musulman. Du reste, il y avait eu une mise en œuvre de tout un orchestre contre lui à ce moment-là, où les accusations sont ressorties en disant que lui-même était un musulman, qu'il n'était pas né aux États-Unis, et on l'a ramené dans le giron. Argument que Trump avait exploité à l'époque d'ailleurs. Oui, et il a été, donc Obama a été ramené dans le giron pro-israélien. Donc là, on a, comme je le disais, la politique étrangère ne se décide pas entièrement à la Maison-Blanche, et on a affaire, Donald Trump a affaire à des forces historiques, donc j'ai exposé tout au long de l'entretien dans mes ouvrages, à des forces historiques extrêmement puissantes, extrêmement enracinées dans la longue durée. Dans la longue durée, dans les mécanismes de l'histoire, et il faudra plus qu'un président isolationniste pour aller à l'encontre de cette énorme machine idéologique, historique. Donc, ce que je dis, c'est que Donald Trump offre une fenêtre géopolitique, une dynamique de rupture idéologique. On est véritablement à un tournant, et cette fenêtre doit absolument être exploitée par l'Europe, par les puissances européennes. Et le pays qui peut le mieux l'exploiter s'il se débarrasse de ses élites politiques actuelles, c'est la France. Et en fait, ce que je disais durant l'entretien avec Jean-Michel Vernochet, c'est que le meilleur moyen d'aider Donald Trump dans sa politique isolationniste, dans son réajustement géopolitique, c'est de reprendre la main, que les Européens reprennent la main politiquement, qu'ils se débarrassent des deux principales entités qui soumettent l'Europe, l'OTAN sur le plan géopolitique et l'Union européenne. Saisir la balle au bon, puisque Trump propose, menace de se retirer lui-même de l'OTAN, c'est le moment ou jamais. C'est une fenêtre. Et de créer enfin une défense européenne. Exactement, c'est une fenêtre. Alors, défense européenne, ça j'y crois pas trop, mais en tout cas, c'est une fenêtre historique et géopolitique qui doit être exploitée. Et là, même si la France, l'Europe arrive à se réajuster, à profiter de cette fenêtre, il sera beaucoup plus difficile à l'oligarchie cosmopolite et au lobby pro-israélien, aux États profonds, de mener l'Occident dans une guerre mondiale contre la Russie. Vous voyez, si à l'avenir les États-Unis sont entraînés dans une guerre contre la Russie, si elle n'a plus d'assises en Europe, si elle n'a plus ses vassaux européens, ça va l'affaiblir très largement, et ça réduira très largement les conséquences d'une éventuelle conflagration mondiale. Mais encore faudrait-il évidemment que les élites européennes et françaises en particulier, il faut en trouver d'autres.
Il faut, hein, voilà. Donc ça, évidemment, c'est un préalable nécessaire, car l'état actuel des élites, évidemment, ne sont pas... ce sont des élites qui se voient comme des Américains, hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont déstabilisés. Pour eux, l'Europe, c'est une seconde Amérique. Donc avec eux, il est impossible. Ils ne saisiront évidemment pas. Oui, bien sûr. Eux ne la saisiront pas. C'est pour ça que je dis que la condition, c'est qu'ils soient balayés. Eh bien, écoutez, cher Youssef Indy, merci beaucoup. Merci je crois qu'on arrive au terme de cet entretien. Si j'ose dire, je n'emploierai pas une référence biblique, pour une fois, mais que les dieux de l'Olympe vous entendent, cher Youssef Indy. Et je rappelle donc les titres de vos ouvrages que je recommande. Le plus ancien qui est paru en septembre 2015, Occident et Islam, source et jeunesse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, préfacé par Jean-Michel Vernochet, c'est aux éditions Sigeste. Oui. Et le votre deuxième ouvrage, qui vient de paraître, qui est paru il y a 2 mois, préfacé celui-ci par Roger Hacle, le colonel Roger Hacle, qui est un Libanais maronite et ancien conseiller au cabinet du ministère de la Défense libanais. Voilà. Les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident, également aux éditions Sigeste. Oui. Merci Youssef Indy, à bientôt. À bientôt.